Emmanuel Macron, chers camarades, je disais que la tournée... Alors, là, franchement, il est en roue libre, hein, le président. Hein. Là, on va écouter ce qu'il dit. Il est en roue libre et il est loin de Paris. Quand il est loin de Paris, vraiment, il dit des choses... bon. Alors, on va écouter sa dernière déclaration à Brut. Écoutez ce qu'il a dit, c'était ces dernières heures. Ce matin, il y avait une jeune femme franco-algérienne lors du sommet qui a eu vraiment un mot formidable. Elle a dit, pendant longtemps, moi j'ai cru qu'il fallait avoir honte d'être né en Algérie quand j'étais venu en France. Et puis à un moment donné, comme par une transformation, une conversion, j'ai compris que j'étais tout à la fois totalement française et totalement algérienne. Mon message à la diaspora, c'est ça, personne ne vous l'enlèvera. Et donc vous êtes totalement française et français. Et totalement algérien, marocain, nigériane, béninoise, kenyane, etc. Et ça, c'est un trésor. Et c'est une chance pour vous. C'est d'aller au bout de chacune de ces cultures, de ces ancrages. C'est une chance pour les entreprises ou l'État qui vous embauche. Et c'est un démultiplicateur d'opportunités. Ça, c'est vrai. C'était un trésor pour les entreprises. J'imagine que la France aurait des parts considérables de marché, aussi bien en Algérie, Tunisie, au Maroc, quand ce n'est pas véritablement le cas. Non, c'est très curieux comme déclaration. Vous savez, le Kenya, c'est le pays d'out of Africa. Et là, on a vraiment l'impression que le président, il était out of reality. Il est vraiment dans un espèce de rêve éveillé. C'est très étonnant parce que c'est pour ça que c'est très problème. étonnant. Non, mais il y a quelques minorités qui arrivent à travers les générations à garder à la fois une mémoire très vive de leurs origines familiales. Regardez, c'est le cas des minorités comme les Arméniens ou comme les Russes, en étant totalement intégrés à la société française. Mais c'est exactement le contraire de ce qui arrive aux millions d'étrangers qui ont débarqué depuis le regroupement familial à la fin des années 70. C'est même le drame de la France aujourd'hui, et c'est notamment ça. Et leur drame à eux, d'ailleurs, aussi, à tous ces gens. Éric Nolot. Oui, mais moi, ce qui me frappe dans cette déclaration, c'est que ce n'est pas à Emmanuel Macron de dire à ces gens, vous êtes 100% français, c'est à ces gens de le dire. Et le fait est que, pour beaucoup, ils ne le pensent pas. Ils ne pensent pas qu'ils soient à la fois 100% français ou 100% algérien ou 100%... Puis voilà. On vient de voir... Je généralise pas, mais simplement c'est à eux. Il se trouve que beaucoup de gens ne le ressentent pas comme ça. Donc ce que déclare M. Macron, encore une fois, est décalé par rapport à la réalité. On vient de voir avec Boualem Sansal un cas absolument pur. Boualem Sansal, par amour de la langue française, est devenu français. Et tout le monde sait ce qui lui est arrivé depuis 1 an et demi. Le président peut... Non, mais c'est le logiciel de la mondialisation heureuse, c'est le logiciel des années 90, tout ça. Et c'est de dire qu'il n'y a pas de problème d'intégration et d'assimilation en France, et alors que la réalité, c'est qu'en fait, on est face à des gens, et vous le disiez, qui ne sont pas 100%, Olivier de Lagarde, qui ne sont pas 100%, qui sont 0% et 0%. Quand vous les entendez, ils se disent, on ne se sent pas français, et on ne se sent pas également... alors là, ne généralisons pas, parce que là, on parlait tout à l'heure des footballeurs professionnels. Il ne faut jamais généraliser. Les footballeurs professionnels, précisément, qui sont parfois issus de l'immigration, ils disent, je me sens 100% français. Bon, ils sont 100% friqués, surtout. Arrêtez, il n'y a pas de problème de double nationalité pour les gens qui nagent dans l'argent. Oui. Non mais vraiment, vous êtes d'ailleurs, vous êtes d'un autre monde, vous êtes 100%, vous habitez une autre société. Bon, il faut lire l'interview de Mbappé aujourd'hui. Oui, on va en parler de l'interview d'Mbappé. Mbappé, il donne des leçons à la terre entière. Il ferait mieux déjà de s'occuper de lui et des équipes dans lesquelles il joue. Ça serait... Un mot sur Emmanuel Macron, parce qu'on dit souvent, et à juste titre, qu'il a beaucoup changé d'avis sur beaucoup de sujets. Sur ce sujet-là, précisément, il est toujours le même. Mais il n'a jamais dit ça comme il le dit là. Alors en 2017, il disait quand même qu'il ne croyait pas à l'assimilation mais à l'intégration. Il avait aussi, rappelez-vous, égrené toutes les nationalités des différentes diasporas lors d'un meeting à Marseille. Donc déjà, il était dans cette idée-là. Il y avait aussi cette idée enterrée depuis, mais du Haut Commissariat aux diasporas et à la diversité. Donc on était déjà dans cette optique. En fait, son idée, qui est d'ailleurs assez partagée dans le bloc central, c'est de dire l'économie dépasse les identités et que par le travail, on peut dépasser ces questions-là. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit là en parlant des entreprises. Moi, je trouve qui en vrai, dans les faits, ne se vérifient pas souvent. Chez lui, il brutalise les Français. Je suis désolé, il les brutalise. Parce que quelqu'un qui vient sur le sol de France, moi j'ai envie qu'il soit 100% français. Je suis désolé. À Rome, vit comme les Romains, disait je ne sais plus qui. C'était ça notre modèle. Et les gens qui venaient sur le sol de France, c'était un effort d'ailleurs pour eux,
polonais, italiens, etc., portugais, ils acceptaient l'idée de perdre parfois un peu de ce qu'avait été effectivement leur histoire. Oui. C'était comme cela. Et on parlait pas de dans la Rome décadente, on ne faisait pas comme les Romains. Il y a un truc. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Vous avez mais entièrement. Et je pense qu'il les brutalise. Au fond, beaucoup de gens peuvent prendre ça. Voilà, c'est une manière de ne pas mettre la France en valeur. Je répète, je veux dire, le président de la République, tu ne l'as pas élu pour qu'il dise que les gens qui sont nés sur le sol de France ne sont pas 100% français. Ah, il dit ils sont 100% français, mais ils sont 100% algériens aussi. Mais ils sont mieux. C'est un peu mieux. Donc je suis pas sûr que... Il y a des coprinces d'Andorre et puis ça sert à rien. Qui n'acceptent pas la double nationalité, comme d'ailleurs plusieurs pays européens et beaucoup de pays dans le monde. Je suis d'accord, mais Vincent, ça sert à rien. C'est mettre... Tout ça, c'est créer une forme de polémique. Mais c'est comme son rapport avec l'Afrique. Il voit en Afrique quelque chose de merveilleux, de formidable, la jeunesse, l'effervescence, et il voit pas, il semble aveugle à tous les maux qui grèvent vraiment le continent. C'est pas l'effervescence, c'est la mauvaise gouvernance, la corruption, etc., etc., et la violence interethnique, etc. Avançons. Il ne le voit pas, il comprend pas. Avançons parce que j'ai 2 ou 3 sons, mais je pense que c'est un homme qui est en fait, il est en théorie. Voilà, c'est un homme qui aura été en théorie. Il a vécu en théorie. Voilà. Donc, c'est formidable d'ailleurs. C'est un homme qui vit en théorie. Ce qui est marrant, c'est que vous le dites, quand il est à l'étranger, il parle différemment. Ah oui, quand il parle le pape en avion. Oui. Le pape, dès qu'il prend l'avion, il se met à dire des trucs. C'est ce que disait Bernard Stasi. Je crois que c'était Bernard. L'immigration est une chance pour la France. C'est le discours immigrationniste. La réalité, c'est que l'immigration a mis ce pays en difficulté dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, c'est ce que disait François Mitterrand, le seuil. Voilà, c'est très intéressant, l'immigration, à partir d'un certain moment, lorsque le nombre fait qu'il y a des communautés qui se mettent en place, qui sont difficilement intégrables, assimilables au reste de la société. C'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'entends ça. Et vous avez un président qui valorise cette période-là. Bon. Mais j'hésite entre 2 théories. Est-ce qu'il croit vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un discours à la Bernard Stasi et puis cette vieille antienne de l'immigration est une chance pour la France ? Ou est-ce que, autre hypothèse un peu plus acrobatique, est-ce que cet homme n'est pas foncièrement un comédien, c'est-à-dire quelqu'un pour qui le théâtre représente beaucoup, et il aime jouer un rôle, il aime donner des répliques pour plaire à un certain public. Moi, je pense, j'en reviens toujours aux fondamentaux d'un homme pour l'analyser. Le théâtre a joué une très très grande importance pour lui. Je pense qu'il joue un rôle et qu'il est très content de donner au public les répliques qu'il attend. Voilà. Et il donnera d'autres réplique en France, puisque le public sera Maï-Hélène Trémollet. La comédie dont vous parlez, moi je vous rejoins au moins sur le domaine de l'étranger. Quand Emmanuel Macron est à l'étranger, on a l'impression que tout sera fait pour avoir l'attention sur le territoire français, avec notamment une couverture médiatique, etc. Après, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne fonctionne pas tellement, puisque tous les propos d'Emmanuel Macron depuis 3 jours hérissent le camp nationaliste, et de l'autre côté, on a la France insoumise qui explique qu'Emmanuel Macron se comporte en colon depuis 3 jours, que c'est OSS 117. Donc dans tous les cas, il reste décrédibilisé en France, quels que soient ses efforts pour plaire aux 2 publics. Et personne n'a écouté son discours de Nairobi, d'ailleurs. Non, mais il réussit à faire passer des fragments quand même dans la presse. Parce que sur la scène mondiale, si on parle de théâtre, sur la scène mondiale, le discours, le rôle que vous avez, c'est pas votre costume, c'est pas le discours que vous tenez, c'est le poids que vous pesez. Dans la réalité, la France, sous Emmanuel Macron, la France a perdu l'Afrique. Ça, c'est la réalité. Les 14 pays qui faisaient autrefois le précaré, dont il vient de dénoncer l'existence, eh bien, le précaré, c'est ça ce qui nous donnait une posture internationale, un poids international. On pesait dans la marche du monde parce qu'on avait l'Afrique derrière nous. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, mais vous êtes indésirable au Mali. On a été chassés du Mali. D'ailleurs, j'ai vu que Madame Maréchal avait parlé de Bali Bagayoko. Donc, puisque vous en parlez, on en parlera dans une seconde. On pourrait évoquer Marion Maréchal, parce que c'est intéressant aussi ce qu'elle a dit, parce que c'est le privilège rouge, Bali Bagayoko. Il peut faire ce qu'il veut. Personne ne l'attaque dans l'espace médiatique parce qu'en fait, tout le monde a peur de l'attaquer, pour des raisons que vous comprenez évidemment, privilège rouge. Donc il a enlevé le portrait du président de la République, tout le monde trouve ça normal. Pas le préfet, mais en fait il n'y a pas de loi, paraît-il, j'ai appris ça, donc c'est un usage.
Bon. Et puis il explique qu'il y aura insurrection populaire si le RN est, élu. Et vous avez des journalistes en face qui disent « Ah, ça sème le trouble quand même, ce que vous dites, monsieur Bagayoko. C'est juste des propos qui sont anti-républicains. » Séditieux. Séditieux. C'est juste ça. Et monsieur Bali Bagayoko, tout le monde est aux abris. Parce qu'on se dit « Si on l'attaque, on va me traiter de raciste. » Voilà, c'est la lecture de tout le camp médiatique. On ne va pas attaquer monsieur Bagayoko, on va nous traiter de raciste. Ben non. Ce qu'il a dit, c'est juste des propos séditieux, anti-républicains. Et c'est la personne qui veut fermer CNews, bien évidemment, etc., etc. Je referme la parenthèse. Troisième passage d'Emmanuel Macron, dans le même esprit, sur ce qu'il dit sur l'immigration et les Français issus de l'immigration qui sont sur notre sol. C'est qu'il y a des millions et des millions de jeunes en France qui sont des diasporas comme vous. Et pendant trop d'années, on leur a dit « excuse-toi d'être d'une diaspora, excuse-toi d'être ceci ou cela, ou fais oublier un peu ». Non, vous êtes 100% française, 100% algérienne. Accumulez-les, redoublez-les, on en a besoin. Parce que c'est un accélérateur pour nous, Français, d'avoir des jeunes comme vous qui sont françaises et algériennes, françaises et centrafricaines, et qui ont envie de dévorer le monde, de conquérir plein de choses, mais qui sont avec nous. C'est très important pour moi. Et donc, soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que dans notre pays, et je le dis pour nos amis kényans qui peut-être ne le savent pas assez, mais il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. Et c'est une immense chance pour le pays. Bon, sa politique sur les 2 quinquennats aura été irresponsable. C'est-à-dire que vous avez des records d'immigration. Tous les records d'immigration sont battus sur les 2 quinquennats Macron. C'est irresponsable de faire rentrer 500 000 personnes en France aujourd'hui sur le sol de France. C'est irresponsable. Donc voilà. Et tout le monde le sait, puisqu'on n'a pas les moyens de les accueillir. D'ailleurs, Bruno Retailleau, très justement, ce matin, soulignait que les étudiants étrangers qui viennent en France, on paye leur scolarité. On est le seul ou un des seuls pays à faire ça. Oui. C'est-à-dire que c'est vous qui payez la cotisation annuelle d'un étudiant étranger qui vient à l'université, dont il se vient au bout de 3 mois, d'ailleurs, il n'y va plus, dans 9 cas sur 10. Si vous allez en Angleterre, vous payez l'équivalent de 20 000 euros pour votre année de scolarité, vous n'allez pas faire de la socio. En France, la sociologie attire énormément de talents qui viennent du tiers-monde. Non mais bon, je veux dire, tout ça c'est des raisonnements. Mais Bruno Retailleau l'a dit, il a raison, Bruno Retailleau. Si vous faites venir le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. Ah oui. C'est quelque chose qui est assez simple. Le gouvernement a reculé en la matière. Mais bien sûr. Parce que le ministre de l'Enseignement supérieur avait décidé justement de revenir sur cette mesure. Olivier de la Garde. Là, il fait machine arrière toute parce que les universitaires ont expliqué que c'était une mesure raciste. Mais c'est juste un scandale. Moi, on m'a dit qu'il ne faut pas trop s'énerver. Donc, je ne veux pas m'énerver. Donc, il faut être quand même consensuel un peu plus. Non, mais c'est un scandale, en fait. Tu n'as plus un argent, tu n'as plus un centime en France, hein, et tu vas payer pour des étudiants étrangers. Oui, non, mais c'est et tout ça sous la pression. Mais bien sûr, c'est absurde. Si on avait un enseignement qui attirer les gens, ce serait un business. Les Anglais, les Américains, c'est un business aujourd'hui de faire des études supérieures, évidemment, et de vendre cette capacité à former les gens. En France, c'est pas du tout ça, c'est une voie détournée pour l'immigration. Ça n'a rien à voir. Alors on dit que c'est du soft power, que on a des étudiants... Dans la même veine, l'Afrique, comme vous le disiez. Donc. Dans la même veine, les milliards d'euros d'investissement promis par Emmanuel Macron en Afrique, moi j'aimerais bien savoir qui va payer. Alors on nous dit que c'est de l'argent privé, de l'argent public à moitié, mais c'est... 14 milliards. Alors visiblement... vous dites qu'on n'a plus d'argent, on va quand même encore déployer de l'argent pour investir et de la fameuse aide au développement. Je ne sais pas si c'est encore pertinent aujourd'hui. Mais tout dépend du retour sur investissement. Il ne faut pas condamner en principe ni les étudiants, d'ailleurs, il y en a que nous avons intérêt à accueillir, mais pas en sociologie évidemment, et puis s'interroger sur le retour sur investissement. Ça ne veut pas dire qu'on doit se recroqueviller sur nous-mêmes. Et alors, tant mieux si on peut être généreux. Bon, là, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. Visiblement, Emmanuel Macron fait parler de lui encore ce matin, parce que notre confrère Florian Tardif, notre ex-confrère de CNews, mais qui est aujourd'hui, je crois, à Paris Match, qui vient d'écrire un livre, a donné les raisons de la fameuse gifle qui aurait été donnée dans un avion. Donc, j'ai transmis à Marine Lançon ce qu'a dit Florian Tardif ce matin sur l'antenne de Radio Luxembourg, et on pourra écouter cela. Là, on est encore dans un autre domaine. C'était mieux avant.
Je trouve qu'il y a une subtilité que je cherche en vain chez M. Macron. Évidemment, premièrement. de l'unité à construire. Oui, mais deuxièmement, il ne dit pas nous sommes 100% français ou 100% italien, 100% portugais, 100%... Ça commence, nous sommes français et un peu. Moi, ça me va très bien. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Emmanuel Macron. Moi, en plus, on sait très bien d'où venait François Mitterrand. C'était quand même un lecteur de Jacques Chardon, donc il était quand même beaucoup plus français que les autres nationalités. Il était en relation directe avec la vieille culture française, voilà, avec le terroir, la terre de France, etc. Non, ça me rend nostalgique. Oui, lui n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas de culture française. Non, alors vraiment pas, parce que lui, il en était pétri. Voilà. Un peu de Charente, un peu de Jarnac, un peu de Vichy. Un peu de... Oui, il était il avait beaucoup d'héritage. Et un peu de Château-Chinon. La réalité, c'était il y a 40 ans. C'est vrai qu'on pourrait parodier compte de ce qu'est devenu l'immigration. On pourrait parodier ce qui est ça. Je suis un peu du 104. Pardon ? Je suis un peu de Vichy. Non, mais on pourrait parodier. Comme vous le dites, ce serait assez... Un peu de Bourgogne, oui. Un peu de Château-Chinon. Un peu de tout. C'est ça la France, un peu de Mais c'est un peu de canaille. Mais bien sûr. C'est ça la France. Mais c'est bien sûr. Simplement, on ne va pas diluer la France dans un ensemble en disant que tout le monde est 100% ceci, 100% cela. Il peut y avoir 300%, 400%, 500%. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une séquence également, alors pour Europe 1, on va moins la voir, puisque c'est la radio, comme vous le savez, mais le président a dansé également à Nairobi, je crois. Vous avez... Voilà. Donc ça, Donc il danse également. Alors un jour il chante. Mais je vous dis, c'est un comédien. Oui, je pense qu'il joue à être président. Bien sûr. Il joue. C'est son côté Donald Trump. Oui, mais Donald Trump, c'est bon. Non, mais un jour il chante et Aznavour. Mais là, je pense que c'est la dernière année et il est en roue libre là. C'est la tournée d'adieu comme un comédien, décidément. Pas terrible. Non, moi j'ai une autre analyse. Olivier de Lagarde. Je pense qu'il a quitté, il a quitté la une des journaux. Plus personne, aucun commentateur politique ne s'intéresse plus à ce qu'il fait. Pas vraiment, on vient d'en parler pendant 20 minutes. Oui, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais attendez. Oui, pour le déplorer. Oui, je suis désolé, on ne fait pas du commentaire politique, là. On n'est pas en train de décrypter, on n'est pas en train de décrypter le discours de Nairobi. On est en train de faire du réseau social, là. C'est des images de réseaux sociaux. Et la stratégie des réseaux sociaux, il l'applique énormément. Voilà, donc on est sur l'écume, pardon de le dire. Mais on voit bien. Excusez-moi. Excusez-moi, Olivier. On est sur l'écume. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mayalène. Mais je suis d'accord avec Olivier. Le média qu'on a vu au début de l'émission, c'était le média brut. Et le média brut est de plus en plus embarqué avec Emmanuel Macron. Il a des photos exclusives, des documents exclusifs, des vidéos. Et c'est un média qui est sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est une volonté d'attirer les jeunes. Excusez-moi d'être sur l'écume. Désolé. Non, mais le prenez pas mal. Non, je prends pas mal. Mais mal. On est sur l'écume. L'écume. Ça m'a fait un peu de peine, mais je pensais que c'était intéressant. Le détail, vous comprenez pas ça. Le détail n'existe pas. Est-ce que vous comprenez cette phrase essentielle ? Oui. Il n'y a pas d'écume, en fait. Oui. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il y a des informations qui sont plus ou moins... Non. En fait, je veux dire, le problème, c'est que Macron ne peut plus dire dans quel sens va aller ce pays. C'est le détail n'existe pas. Ce que vous venez d'entendre dans ces 20 minutes, et c'est ça que vous n'avez pas compris, c'est une synthèse de 9 ans de Macron. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est au contraire très important ce que nous avons fait. Olivier. Bien évidemment, c'est le contraire de ce que vous dites. Voilà. C'est tout sauf l'écume. Il y a de plus ennuyeux, qu'il y a peut-être plus intéressant. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que... Voilà, mais bien sûr, c'est ça que... Mais c'est pour ça qu'on parle, parce que les gens ne sont pas d'accord. C'est pour ça. Mais j'aime bien quand vous êtes là quand même. 50 méthodes feel good. Caroline Iturbide sera avec nous. 50 méthodes feel good. Parce que Caroline, elle est formidable. Il en faudra bien. Vous l'avez lu cette nuit, visiblement. Moi, je ne dois pas être dans le bouquin, je pense. Pourquoi Eric, il en faudra peut-être 50 de plus pour Eric. 100% testé et approuvé. Qu'est-ce que vous avez dit comme plaisanterie encore ? Je dis que visiblement, vous l'aviez lu cette nuit. Exactement, je l'ai lu cette nuit.